Monde numérique. Les IA vont-elles devenir nos meilleurs amis ? Des amis à qui on parle, on se confie, qu'on interroge pour apprendre des choses sur le monde ou sur soi-même. Les chatbots d'intelligence artificielle donnent de la voix les uns après les autres. Cette semaine, on parle notamment de Claude, qui à son tour peut vous susurrer des mots doux dans le creux de l'oreille. Mais alors, les IA peuvent-elles remplacer les moteurs de recherche ? Eh bien, c'est ce que montre une étude, même si pour l'instant, c'est pas encore le grand remplacement. L'IA peut-elle se vexer, se fâcher, notamment si on menace de la débrancher ? On va en parler, mais on va éviter de fantasmer. Et puis il y a le côté obscur de la course à l'intelligence artificielle, notamment quand une start-up fait croire qu'elle fait de l'IA, alors qu'en réalité elle fait travailler des petites mains à l'autre bout du monde. Enfin, l'IA est-elle nulle en histoire au point de générer des vidéos anachroniques ? Pas très sérieux quand c'est un service gouvernemental qui tombe dans le panneau en voulant célébrer la résistance française. L'actu de la semaine, c'est aussi Apple qui prépare un coup de jeune pour ses produits, mais qui est sacrément sous pression aux États-Unis et en Europe. L'innovation de la semaine, c'est un tatouage connecté pour mesurer notre charge mentale. Enfin, faire des faux papiers grâce au numérique et à l'intelligence artificielle, c'est de plus en plus facile et ça coûterait des milliards à l'État français. Heureusement, il y a des parades. Bienvenue à l'écoute de Monde numérique, l'hebdo du 31 mai 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. Très heureux de vous retrouver en cette fin du mois de mai que l'on célèbre forcément à cause et grâce à tous les ponts dont vous avez peut-être profité au soleil qui pointe le bout de son nez pour de bon et qui laisse entrevoir l'été. Et puis tiens, je vais m'auto-célébrer puisque c'est mon anniversaire aujourd'hui même. Voilà, vous savez tout. On va parler cette semaine des nombreux sujets évoqués dans ce sommaire à rallonge et puis vous découvrirez aussi, si vous êtes un habitué de Monde numérique, sur le fil de ce podcast, le nouvel épisode du Grand Débrief avec mes camarades François Sorel et Bruno Guglielminetti. À ne pas rater, on passe en revue toute l'actu du mois écoulé. Alors en attendant, j'avoue que cet épisode de l'hebdo me pose un peu problème. Parce que je ne sais pas par quoi commencer en réalité. Il y a des infos intéressantes, mais rien qui se soit réellement imposé cette semaine. La semaine dernière, on avait la grosse nouvelle de l'annonce du rapprochement entre Sam Altman et Jonathan Ive pour fabriquer ce mystérieux petit objet connecté boosté à l'IA. On va pas y revenir, on en parle d'ailleurs dans le Grand Débrief très très longuement. On a également pas mal de news en matière d'intelligence artificielle. Et du coup, une fois n'est pas coutume, je vous propose d'entrée de jeu de franchir l'Atlantique et de retrouver à Montréal mon camarade Bruno Guglielminetti. Le débrief transatlantique. Salut Jérôme Colombin. Salut Bruno Guglielminetti. Cette semaine, on va encore parler d'intelligence artificielle, inévitablement. Non. Si, c'est dingo. Le mode vocal, c'est-à-dire la possibilité de dialoguer vraiment avec l'IA. On avait ça sur ChatGPT. Ouais, sur Gemini. Ouais, sur Gemini également, donc de Google. Et il y en a un troisième qui vient d'entrer dans la danse, c'est ça ? Oui, c'est les gens d'Anthropic qui ont décidé de donner la voix, la parole à Claude avec tout le nouvel arrivage là, qui a été déballé cette semaine. Et donc, maintenant, il est possible de converser avec Claude, d'avoir réponse, mais en même temps aussi, un peu comme dans le cas de ChatGPT, d'avoir la transcription de notre conversation, de notre échange, de pouvoir réécouter aussi sa réponse vocale. Ça, c'est important, de pouvoir revenir à ces réponses-là. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Puis moi, j'avoue que il y a Grok aussi qui est offert en vocal. Et moi, j'avoue que c'est une façon ludique d'utiliser l'IA. Et encore aujourd'hui, j'étais sur un plateau de télé et c'était drôle parce qu'il y avait une sommelière qui était là et qui dit oui, j'utilise l'intelligence artificielle. Puis là, je la voyais en train de texter. Mais pourquoi vous êtes en train de rentrer vous faites un texto avec l'IA? Je dis non, adressez-lui la parole. Et là, je lui ai montré, il y a un bouton, puis là, elle s'est mise à parler. Alors là, puis elle venait de découvrir ça. Tu lui as fait découvrir ça en direct dans l'émission, alors? Ouais, à la télé. Ouais. Et puis, mais donc, c'est ça, mais l'idée là-dedans, c'est que c'est beaucoup plus facile d'utiliser l'IA en mode conversationnel. Il y a quelque chose de plus
ludique, quelque part, de pouvoir le faire comme ça. Ouais. Mais tu vois, on parle de Claude. Moi, personnellement, je trouve ça bien, là. C'est un feature, une option Mmh, mmh mh. intéressante. Mais ce qui a retenu mon attention de chez, Anthropic cette semaine, c'est cette histoire, du nouveau Opus, 4 Oui, c'est ça. qui est le nouveau modèle. Voilà, c'est ce que j'allais dire parce que Claude, c'est pas ChatGPT, il est moins grand public, j'ai Ouais. l'impression, hein, et en C'est le mal revanche aimé, moi, je te dirais. ouais, c'est Ouais, un peu le mal-aimé, ouais. puis il est un peu méconnu, hein, on sait pas trop, voilà, et c'est mais en revanche, il cartonne auprès des développeurs, hein, c'est ça? Ouais, ouais. C'est très fort du côté des développeurs, mais et si vous faites de la rédaction, vous avez de l'aide à la création, moi, je vous incite fortement à l'utiliser et il est très fort. Mais le truc, donc, que j'allais te raconter, qui m'a surpris, c'est cette histoire qui nous vient d'un des ingénieurs qui a travaillé au développement de cette nouvelle version et qui raconte, sous le couvert de l'anonymat, Bien sûr. que lorsque ils ont fait des tests évidemment à l'interne avant de faire le déploiement en ligne et ils racontent qu'à un moment donné, ils ont testé Opus 4 en lui disant, «On va te retirer du d'en ligne Ouais, et on va être remplacé par une autre IA». ouais, Ça a été quoi la réaction de Opus 4? Opus 4 l'a menacé de raconter une histoire d'infidélité à son sujet ouais, il s'est pas laissé et faire. ben non, exactement. Et là, c'est drôle parce que j'en parlais plus tôt cette semaine et en y pensant, je me suis dit: «Mais c'est quand même fou, hein», parce que dans toute la connaissance qu'ils ont utilisée pour nourrir ces IA-là, à savoir plein de choses, mais ils ont aussi rencontré, au fil de leur découverte de la connaissance universelle, des côtés un peu sombres de l'être humain. Alors, probablement qu'ils ont lu les grands philosophes grecs Ouais. et probablement qu'ils ont mis, leur intelligence à lire aussi des écritures qui racontent pas des côtés toujours, très jojo des êtres humains. Ben, finalement, ils ont décidé d'apprendre et de voir que, ben, ils pouvaient, à l'occasion aussi, être bêtes et méchants pour répondre si on les attaquait et là, l'IA, Opus 4 s'est sentie attaquée, alors elle a répondu par une menace. Ouais, mais alors j'aime Quand bien ta même, hein? j'aime bien ta manière de raconter les choses. J'ai vu cette histoire, également. Mais elle Heu, était moins bien racontée. non, c'est pas ça, mais tu oui, elle était certainement moins bien racontée, Ben, je c'est te vrai. remercie. Mais surtout, toi, c'est-à-dire qu'on pourrait en déduire que, voilà, une fois de plus, il y a une IA qui est en train de devenir humaine, de prendre le pouvoir. Tu sais, on se souvient de ça, il y avait une Ah histoire ouais, comme puis tous ça les d'un films, toutes les qu'on tous les fait films, mais là-dessus. il y avait un ingénieur de Google qui avait dit: «Oh là là, je suis Oui, très inquiet ben, parce qui a que» perdu sa job, oui, j'ai parce qu'il racontait qu'elle l'impression, avait une âme. ouais, qu'elle avait une âme et qu'elle avait une conscience et cetera. Finalement, il s'est fait virer. Il s'est pas fait virer parce que, voilà, il y a la version complotiste qui serait de dire: Ouais. «Il s'est fait virer parce qu'il a révélé un secret affreux, terrible», mais il s'est fait virer parce que c'est pas sérieux ce truc-là, et là où je trouve que tu as raison, c'est de rappeler que si l'IA réagit comme ça, alors il faut dire déjà qu'elle avait été le prompt était très, très orienté d'après ce que j'ai Oui, oui, compris, ah, tout à hein. fait. Bah, Il oui, mais il était testait là, il il poussait la machine. il poussait la machine. Mais effectivement, c'est pas qu'elle a pris conscience et qu'elle a essayé de se venger, c'est qu'elle a fait ce qu'un être humain aurait fait dans la même situation, Tout à fait. basé sur les données d'entraînement, Elle avait appris. Ah ouais, qu'elle avait ah ouais. ingurgitées. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est vachement Et donc intéressant. elle a repris le principe de à la guerre comme à la guerre et donc ben, c'est ça. Ouais, voilà. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, pour le mode vocal, bah, juste, c'est vrai, moi, je suis tout à fait d'accord, je l'utilise de plus en plus. Mais d'ailleurs, on en parle ensemble dans le grand débrief avec Bon, François Sorel de cette histoire-là, parce que ça c'est vraiment un truc qui prend de l'ampleur. Donc j'en profite pour dire aux auditeurs d'aller écouter le grand débrief. et Heu, on arrête d'en parler parce qu'on en parle beaucoup plus ouais, dans le exact. grand rendez-vous. Ouais. À propos d'IA toujours, Bruno, c'est ChatGPT, enfin OpenAI qui, décidément a de grandes ambitions, et ils veulent se lancer maintenant sur, l'authentification web, hein, c'est ça? Ouais et ça c'est intéressant parce que, c'est comme une nouvelle façon de plus d'être intrinsèquement lié à la vie numérique des Ouais. utilisateurs. Ils en ont quand même 600 millions d'utilisateurs de ChatGPT. Alors eux ont décidé, ils sont en train de plancher là-dessus, là, il y a pas encore de date de sortie, mais de devenir un système d'authentification. Un peu comme quand vous allez sur un site web et vous utilisez votre identifiant Google ou votre identifiant Apple pour montrer patte blanche avant de rentrer dans un service. Alors, très bientôt, on pourrait utiliser notre identifiant de ChatGPT. Évidemment,
si vous utilisez Apple ou Google pour vous brancher sur ChatGPT, là, ça sera pas vraiment utile pour vous, mais pour ceux qui se sont créés un identifiant propre, pour ChatGPT, ben, ça sera une nouvelle façon de pouvoir montrer patte blanche avant d'entrer sur un site. Je trouve ça intéressant parce Ouais. que ça avec 600 millions, d'utilisateurs et donc autant de gens qui prennent des identifiants, ça montre la puissance d'un ChatGPT et comment il veut se placer pour comme un incontournable sur le web en général. Exactement, ils vont au-delà de ce pourquoi on les connaît, quoi, hein. Ils ont vraiment des ambitions, démesurées. Faut qu'ils fassent gaffe, hein, sinon, cela dit, tu sais, parce que, en Europe, ils risquent de tomber, du coup, sous le coup du DSA, de la réglementation. Ah, Heu, cette réglementation qui eh nous est oui, mon temps. mais oui, puisqu'il y a le DSA, donc le règlement européen qui dit que enfin qui réglemente les usages des services Ouais, numériques au-delà à partir de 45 millions d'usagers dans l'Union européenne. Donc je sais pas à ben, combien c'est ils les sont prochains sur dans la l'Union, liste, hein? mais c'est clairement les prochains sur la liste. Ouais. Ouais, tout à fait. Bon, un Hey, dis autre donc ouais? hey, dis donc, tu as vu, du côté de chez X, il y a une nouveauté, un système de paiement qui est à l'horizon, Exactement, Elon Musk retourne à ses premières amours, en fait. C'est-à-dire qu'il veut finalement. lancer quoi? C'est une espèce de un système de paiement intégré à X, en fait, hein? Ouais, ben, écoute, c'est la longue marche pour faire de X un WeChat, occidental et donc c'est ça. Alors, il nous a appris cette semaine qu'ils sont en train de tester, mais que ça devrait être disponible, au mois de juin. Donc ils sont dans les derniers tests, là. Pour le moment, ça sera, disponible uniquement aux États-Unis. C'est important de le mentionner, mais donc une, possibilité de payer entre utilisateurs dans l'écosystème, de X avec cet outil-là et c'est fait en collaboration avec Visa. Alors là, je trouve ça intéressant, puis aussi la précision qu'ils ont dit, c'est qu'ils allaient pas pour le moment utiliser de crypto-monnaie, Ah ouais, parce qu'on aurait c'est pu marrant. penser que Bah oui, puisque lui est, il est très un pro crypto. ben oui, exactement. Alors, il aurait pu faire un lien entre, quand tu payes avec, ton, X-Money, bon, ben, tu as le choix de ou faire, à partir de ta carte Visa, ta carte bleue ou sinon à partir de tes bitcoins. Mais non, il a dit tout simplement que ça allait être en direct là, de la carte de crédit et il dit qu'il prend et ça, j'avoue que c'est la première fois que je le vois dire ça. Il dit qu'il est très soucieux de la sécurité parce que là, on parle des économies Ouais, de bien des gens et qu'il veut pas rater, son coup. ouais, parce que les fake Alors news, on s'en fout, hein, mais par contre l'argent, on n'y touche pas. ah ouais, ben ça, c'est autre chose. Eh oui. Il va alors c'est ça, c'est au mois de juin, on devrait voir ça arriver. Bon, mais après, Ouais. ça va servir à acheter quoi ça? À payer, et encore faudra-t-il que il y ait des plateformes qui soient compatibles, qui acceptent ce mode de paiement. Ouais, mais disons que je te fais une belle musique sur Suno, là, Ouais, et que tu veux l'utiliser, ouais. ben, je pourrais décider de dire: «Ouais, c'est beau, ben, passe sur X et je te la vends. Ah bah ouais, Tu me feras le ouais, paiement par là». ouais. Si je veux acheter une fusée SpaceX aussi, par exemple, Ah ben, ça aussi, ou hein, une j'imagine ou une que place, pour aller, sur ah, Mars, tu 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 Après, il faut s'assurer que ta carte Visa, accepte les paiements de dis quelques millions, ouais. ouais, bah, si c'est des paiements fractionnés, sur quelques milliers d'années, ça peut le faire. Ouais, probablement. Hey, Jérôme, je veux t'entendre sur, une vidéo, qui a été faite par le gouvernement français. Je parle pas Non, des de tu ouais, vas ouais, te je veux moquer de nous. non, attends, Je sens que tu attends. vas te moquer de nous. Non, mais fais attention là, parce qu'il y a eu tellement de vidéos qui sont venues, de la France cette semaine où on voyait le président, descendre d'avion, une journée se Ouais. faire frapper, l'autre journée descendre avec sa compagne. Mais c'est pas de ça dont on va parler. C'est une vidéo, qui vient du premier ministre et c'est un peu bizarre, hein. Ouais, J'aimerais ça que tu me racontes cette histoire-là. c'est une vidéo qui était censée, célébrer la journée de la Résistance. Donc voilà, Et petite c'est ton mot «sensé», moi, que j'aime. bah, oui, parce qu'ils ont fait une grosse boulette. L'idée de départ était sympa. Ils se sont dit: «Tiens, on va faire un petit clip, une petite vidéo sympa, par intelligence artificielle». Ça fait jeune, ça fait branché, ça fait dans l'air du temps et tu sais, c'est sur le modèle des vidéos qu'on voit beaucoup sur TikTok, ce qu'on appelle les POV là, point of view, Oui, point of view historique, c'est-à-dire on voit ces vidéos où c'est, tiens, à la tu es première personne, on à la pre regarde. à la Ouais. première personne, tu es dans la peau, d'un, je sais pas quoi, d'un paysan au Moyen Âge, et cetera et cetera. Donc ça visite beaucoup l'histoire et là, ils se sont dit: «Tiens, bah, pour la Résistance, on va faire un peu la même chose». Sauf que,
il y a des trucs qui passent pas. Ils ont fait exactement ce que les historiens reprochent à ces vidéos POV qui sont faites par, je crois, un TikToker anglais. Eh ben, ils ont fait des bêtises. C'est-à-dire qu'ils ont fait un joli prompt, mais ils sont pas allés vérifier le résultat et donc il y a des trucs totalement incohérents dans la vidéo. Le plus incohérent, c'est que ça raconte l'histoire d'une résistante qui, eh bien, faisait des actions de résistance. Par exemple, elle postait des messages secrets dans des boîtes aux lettres. Alors là, par exemple, on voit, elle met un papier dans une boîte, mais on a l'impression qu'en fait, elle met une feuille, tu sais, dans un machin qu'il y a dans les bureaux là, je sais plus Ouais, comment avec ça des s'appelle. tubes, ouais. Non, mais pour détruire les Ah documents. oui, une déchiqueteuse. Une déchiqueteuse, oui, voilà. Et donc en fait, il y a son truc qui se déchire au moment où elle le met dans la boîte aux lettres. Bon, premier petit Ah, truc ah. un peu débile, Ouais. mais surtout la grosse boulette, c'est que sur la fin, c'est évidemment c'est la libération de Paris, la libération de la France. Elle défile dans la rue, elle est heureuse cette résistance. Il y a tous les Français autour, la foule en liesse dans la rue. Et au milieu de la foule, il y a un soldat allemand en uniforme qui est très content lui aussi et qui défile. C'est-à-dire que c'est absolument n'importe quoi. Et donc, Oh boy, si tu veux, OK. l'IA, elle a tout mélangé. Oui, voilà, c'est la guerre, c'est machin. Je te mets un peu de français, un peu d'allemand. Il y a même une autre boulette au début de la vidéo. En fait, elle est censée être une résistante qui se cache, qui essaye voilà de pas se faire repérer. Et en fait, l'IA l'a représentée avec un brassard de la résistance. Ah ben oui, c'est Donc, subtil. elle se promène dans la rue, on voit qu'elle, quoi, en fait. Bon voilà, donc ils se sont ramassés, c'est le service d'information du Premier ministre qui a fait ça et ils ont immédiatement supprimé la vidéo, mais elle traîne encore sur les réseaux sociaux et Ouais. ils vont en refaire une un peu plus sérieuse. Mais ce Mais truc-là, mais mais tu vois, ouais, quand je t'écoute, ça me fait penser parce qu'on s'entend, il y a aussi des anachronismes là-dedans et ça me fait penser à l'époque que quand il y avait les films de Bénure et compagnie et que le plaisir, c'était d'essayer de trouver des détails qui fonctionnaient pas dans oui. le temps. Ah vous autres, Ah ben c'était le cas là, avec ces c'est vidéos-là. exactement ça. Mais c'est dommage parce que l'idée était sympa. Alors Oui, là, il y a il y a déjà des remarques qui remontent sur les réseaux en disant: «Ouais, alors qu'il y a, des artistes, des historiens qui demandent que ça, ils auraient pu, faire appel à des professionnels». Bon, ça aurait coûté beaucoup plus cher, hein, ben entre oui, nous, s'il avait fait ça, ouais. donc on peut pas non plus, voilà, c'est peut-être un peu par souci d'économie. Mais surtout la bêtise, c'est d'avoir fait un prompt qui était peut-être sérieux au départ et de pas avoir vérifié derrière. C'est-à-dire quoi? Dans ce service d'information du Premier ministre, ils savent pas que les IA font n'importe quoi quelquefois? Enfin, c'est assez Chose étonnant. certaine, c'est pas rassurant. Non, c'est pas rassurant Non, du tout. Bon, ouais. enfin voilà. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Ben, écoute, heureux que tu me poses la question. Je te parle de 2 sujets que j'aborde. D'abord, il y a du côté de Télé-Québec, qui est une des télés publiques, canadiennes, bon, Mmh. qu'on retrouve principalement, au Québec. Il y a Marie-Claude Robichaud, qui est la grande patronne de l'innovation là-bas, qui nous parle d'une émission. C'est une bande animée, pour les enfants qui existe depuis 6 ans et là, ils ont décidé de créer un épisode complet à partir de l'IA. Alors, ils ont donné la bible de l'émission Ouais. avec les personnages, leur histoire. Ils ont raconté tout ce qui s'était passé depuis 6 ans. Ils ont demandé à une IA de pondre, un épisode. Ben, j'espère que ça marchera mieux que pour la résistance en France, hein? Ben oui, mais ouais, mais pas seulement que le script, mais aussi de le produire. Alors là, c'est assez fascinant. Je te donne un indice, et c'est Marie-Claude Robichaud qui nous raconte ça. Heu, L'IA a eu le culot de créer un nouveau personnage dans la série. Ah ouais? Qui n'existait pas et à un moment donné, il arrive dans une pièce et pouf! Alors c'est un nouveau personnage dans la série. Donc Ouais. l'IA a pris quelques libertés, Ouais, tu vois que mais l'IA est créative quand elle veut. ben oui, mais parallèlement à ça, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils ont réussi à faire passer cette recherche, ce développement, auprès des gens de l'industrie. Parce D'accord. que Mmh. la télé publique, quand même, doit être garante et responsable par rapport aux différents corps de métier, qui touchent la production, télévisuelle. C'est Alors, intéressant. Nous, ouais. il y a eu, je crois une tentative, mais c'était pas dans le service public. Le service public, il est pas encore, là-dessus, hein. Non, puis ils ont pas encore terminé la loi qui va encadrer ça, je pense. Ouais. Sinon, je te parle d'un autre truc, ça s'appelle Zephy et c'est un service, qui, permet à des organismes, à but non lucratif, au Québec, on dit des OBNL ou des organismes, des ONG. Ah, les ONG, ouais. C'est comme ça que Mmh vous mh. les appelez chez vous. Ouais. Donc qui, permettent à des ONG, de faire des levées de fonds ou des cagnottes, comme vous D'accord. appelez Mmh. et mais sans frais. OK.
Pas Ouais, mal. alors, ouais, alors une organisation à but non lucratif peut faire une cagnotte là-dessus et Zephy a pris le défi, eux, de demander, des sous supplémentaires, mais de façon, volontaire aux gens qui donnent pour ces organisations-là. Donc 100 des dons vont là et ça fait un petit moment, là, que ça existe. Ils ont déjà passé le cap du milliard de dollars, ramassés pour, des gens et là, ben, c'était une question de faire un coup de chapeau parce que je trouve que c'est noble de faire ce genre de cagnotte-là et de donner la totalité des dons plutôt que d'autres boîtes qui sont connues, qui sont plus grosses, mais qui, elles, vont chercher leur, part, je dis pas juste part, hein, qui vont chercher leur part dans le magot. Alors ça, je trouve ça dommage. Je reconnais bien là ton grand cœur, mon cher Bruno. Ah, mon cœur d'Italo québécois. Salut Allez, Bruno! salut, bonne suite de podcast. Bye. Monde numérique. Avant de passer à la suite, un mot de Frogans, partenaire de Monde Numérique. Frogans, c'est cette technologie française, discrète mais innovante, qui permet de publier et de consulter du contenu sur Internet. Ce ne sont pas des sites web classiques, ce sont des interfaces légères, accessibles sur tous les appareils, quel que soit le système d'exploitation. Une sorte de web parallèle, basé sur des standards ouverts, sans tracking et ultra sécurisés. Alors si cette philosophie vous intéresse, vous pouvez contribuer à son développement. La société F2R2, qui porte le projet Frogans, ouvre en effet son capital au public. Une opportunité d'investir dans une innovation made in France, porteuse d'un vrai changement de paradigme numérique. Toutes les infos pour souscrire sont sur f2r2.fr et pour découvrir Frogans, partenaire de Monde Numérique, retrouvez l'interview de son fondateur Alexis Tamas sur mondenumérique.info. Il est temps de passer à la suite de l'ActuTech de la semaine avec une question. ChatGPT va-t-il remplacer Google? Ou d'une manière générale, les chatbots d'intelligence artificielle vont-ils peu à peu prendre la place des moteurs de recherche traditionnels? C'est la grande question du moment qui agite l'écosystème tech et qui explique notamment le repositionnement stratégique de certains grands acteurs. Car de plus en plus d'utilisateurs, vous peut-être, prennent l'habitude d'interroger ChatGPT ou Perplexity ou le chat, Gemini, Grok, etc., au lieu de faire une recherche sur un moteur de recherche traditionnel. Alors pour autant, le phénomène n'est pas encore vraiment massif. Les géants du secteur n'ont pas vraiment de soucis à se faire, en tout cas pour l'instant. Car si l'on en croit une étude qui nous vient du Bangladesh, c'est pas banal, d'une agence de référencement qui s'appelle One Little Web, eh bien la tendance est quand même à une augmentation du trafic sur ces fameux chatbots. Pour y voir clair sur cette étude qui regorge de chiffres, j'ai demandé à une IA, justement, NotebookLM en l'occurrence, de nous en faire un petit résumé à deux voix. Est-ce que notre façon de chercher l'info est en train de basculer? Ces fameux agents conversationnels, les chatbots comme ChatGPT, sont-ils vraiment en train de piquer la place de Google et compagnie? C'est la grande question du moment, effectivement. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, on a mis la main sur une étude assez costaud. Elle analyse 2 ans de données de trafic web mondial. Oui, d'avril 2023 à mars 2025. Elle compare les 10 plus gros moteurs de recherche et les 10 principaux chatbots. Exactement. Premier chiffre marquant, la croissance des chatbots. C'est assez spectaculaire, non? Ah oui, carrément. On parle de plus 92% de visites en un an. Ça fait un total de 55,2 milliards de visites entre avril 2024 et mars 2025. C'est énorme. Énorme. Mais en face, les moteurs de recherche, eux, ils reculent un tout petit peu, c'est ça? Oui, un léger recul de moins 0,51%. Mais attention, il faut remettre ça en perspective. Le volume des moteurs reste ahurissant. Ah oui, on parle de 1,86 trillion de visites sur la même période. Donc 1860 milliards. Ça donne le vertige. Exactement. Et le ratio clé à retenir, c'est que les moteurs génèrent encore à peu près 34 fois plus de visites annuelles que les chatbots. Donc l'habitude Google, Bing, etc., elle est encore très très forte. Très forte. Le trafic des chatbots, ça ne représente que 2,96% du trafic des moteurs sur la dernière année analysée. Moins de 3%. L'échelle n'est juste pas comparable pour l'instant. Pour donner une idée, même ChatGPT, le leader des chatbots, il génère à peu près 26 fois moins de visites chaque jour que Google. 26 fois moins. D'accord. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être ce qui se passe derrière ces géants AI. Exactement. C'est là que ça devient vraiment dynamique. Prenez un acteur comme DeepSeek. DeepSeek, oui. C'est juste hallucinant.
plus 113 007%. Pardon, j'ai bien entendu? Oui, plus 113 007%. Et il y a aussi Grok qui est monté très très vite ces derniers temps. Ça bouge beaucoup dans ce secteur. C'est dingue. Et du côté des moteurs, est-ce qu'ils subissent ou est-ce qu'ils réagissent? Ils réagissent. Clairement. Google et Microsoft Bing, ils ont même montré des signes de reprise de croissance fin 2024, début 2025. Et comment on explique ça? L'intégration de l'IA. Les fameuses AI Overviews ou la Search Generative Experience de Google, ces résumés faits par l'IA en haut des résultats, ça a l'air de plaire et de redynamiser leur trafic. Donc, ils s'adaptent. Tout à fait. Ils intègrent l'innovation des chatbots dans leur propre outil. C'est une adaptation. Et ça contraste pas mal avec Yahoo, par exemple. Qui, eux, sont en difficulté. Leur trafic a chuté de 22,5% sur un an. L'étude suggère que c'est peut-être lié à une intégration de l'IA plus lente, moins visible. Intéressant. Et que disent les experts cités dans l'étude, de manière générale? Ils convergent tous un peu vers la même idée. On n'est pas dans un remplacement, mais plutôt dans une convergence. Une coexistence? C'est-à-dire que les gens semblent utiliser les deux. Le moteur pour explorer, chercher des liens, et le chatbot pour des réponses plus directes, des tâches spécifiques. Cette cohabitation entre les réponses directes de l'IA et l'exploration des liens, comment ça pourrait changer notre rapport à la connaissance? Bonne question. Comment est-ce qu'on va percevoir l'information? Comment on va lui donner de la valeur? Et surtout, comment on va la vérifier dans ce nouveau paysage? C'est un vrai sujet pour l'avenir, je pense. Voilà pour cette étude sur les chatbots d'intelligence artificielle face aux moteurs de recherche traditionnels. Alors, étude qui, malgré tout, me semble imparfaite parce qu'elle considère les requêtes sur les chatbots de manière générale et pas seulement la recherche d'informations. Autrement dit, tous les prompts et toutes les utilisations qu'on peut faire de ChatGPT ou autres. Mais malgré tout, c'est un indicateur, d'autant que même en prenant en compte toutes les requêtes, on reste encore en deçà du trafic des moteurs. Étude signée donc One Little Web, vous trouverez le lien en description de cet épisode. Justement, illustration de cette convergence entre l'intelligence artificielle et le web, un nouveau navigateur fait son apparition sur le marché. Un navigateur web comme Chrome ou Safari, mais qui ambitionne de surfer directement sur la vague de l'IA. Il s'appelle Neo, il émane de la société norvégienne Opera, et il se présente comme un navigateur agentique, c'est-à-dire basé sur un système d'agents d'IA. Un navigateur qui promet donc de redéfinir la manière dont on utilise Internet. La promesse, tenez-vous bien, c'est de comprendre les intentions de l'utilisateur. Alors concrètement, c'est une interface très épurée pour cette Opera Neo. Ça fait plus penser d'ailleurs à un chatbot qu'à un navigateur web traditionnel. Et il est capable de remplir des formulaires, de générer des contenus créatifs et même de développer des sites web en entier sans compétences techniques. Pour ça, il s'appuie sur son propre moteur d'IA qui exploite explique-t-il, les meilleurs modèles d'intelligence artificielle du moment. Voilà, c'est accessible pour l'instant uniquement via une liste d'attente. Vous trouverez le lien en description de cet épisode. En tout cas, c'est une vraie tendance, ces navigateurs IA, puisque en réalité, ça existe déjà. Perplexity, un grand nom de l'IA, a annoncé l'arrivée de son propre navigateur baptisé Comet. Il y a aussi un truc qui s'appelle Arc Search, et puis il y a également Operator de OpenAI. Donc, on assiste vraiment à une convergence entre le web et les chatbots d'intelligence artificielle. Dans la course folle à l'intelligence artificielle, il n'y a pas qu'un côté rose, il y a aussi parfois un côté sombre, et c'est le cas par exemple avec cette histoire. L'histoire d'une start-up britannique qui était au sommet de la vague il y a encore quelques mois et qui se retrouve aujourd'hui quasiment au fond du trou. Cette start-up s'appelle Builder.ai. C'est une entreprise qui a été créée en 2016 et qui était présentée autrefois comme véritablement une étoile montante de l'intelligence artificielle, car elle promettait de révolutionner la création d'applis en rendant la fabrication donc d'applications logicielles aussi simple que de commander une pizza. C'était le slogan. Sauf qu'aujourd'hui, tout va mal pour Builder. Les caisses sont vides, la majorité des salariés va être licenciée et Builder a déclenché une procédure d'insolvabilité donc en Grande-Bretagne. Pourquoi ? Notamment parce que Builder aurait menti à ses clients et à ses investisseurs en promettant des choses trompeuses.
En fait, elle vantait les mérites d'une solution logicielle à base d'intelligence artificielle, donc baptisée Natasha, qui était soi-disant capable de produire de manière totalement automatique des applications. Et en réalité, elle aurait utilisé ce qu'on appelle un peu la technique du turc mécanique, c'est-à-dire qu'elle faisait faire le travail à des programmeurs humains installés pour la plupart en Inde. Alors, il y avait bien un outil technologique de base pour le recueil des besoins clients, pour la fourniture de briques logicielles qui étaient disponibles sur étagère, mais le travail d'assemblage, vraiment du sur-mesure pour les clients, était réalisé non pas par de l'IA, mais par de la main-d'œuvre humaine. Évidemment, tout de suite, ça fait un peu moins rêver. Et c'est une belle illustration, finalement, cette histoire, de certains dérapages de quelques entreprises, sans doute un peu trop émerveillées par les perspectives d'enrichissement via des levées de fonds records, dans la période que l'on connaît aujourd'hui, où, grosso modo, il suffit de prononcer le mot IA pour séduire les investisseurs pas assez méfiants. Même Microsoft avait investi dans Builder.ai. Apple prépare sa grande conférence annuelle des développeurs, la WWDC, ce sera la semaine prochaine, le 9 juin, et on attend pas mal d'annonces. Alors on ne sait pas exactement quoi encore, mais peut-être un petit coup de frais sur différents produits à travers un relooking esthétique des interfaces logicielles. Apple aurait l'intention de mettre un peu d'uniformité entre tous ces produits. Et puis, il va y avoir un peu de rationalisation aussi, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous êtes, en tant qu'utilisateur d'Apple, un peu perdu dans les différentes versions de logiciels, les iOS 16, 17, 18, 19, etc. C'est vrai qu'on ne sait plus où on en est. Eh bien, bonne nouvelle, ça va changer, puisqu'Apple aurait l'intention d'abandonner cette manière de désigner les différentes versions des logiciels de l'iPhone, mais aussi de l'iPad, de l'Apple Watch, des ordinateurs. À la place, il opterait pour les années, tout simplement. Et oui, on y verra plus clair, comme ça on aurait iOS 26, parce que ça démarrera en 2026, iPadOS 26, macOS 26, etc. Voilà, Apple qui par ailleurs est plus que jamais sous pression. Alors, et des deux côtés de l'Atlantique. D'abord aux États-Unis, puisque Donald Trump souhaite que la marque à la pomme fasse fabriquer ses produits sur le sol américain, ce qui paraît pourtant impossible. On le sait aujourd'hui, ça coûterait plus cher. Au minimum, on parle de $160 par iPhone. Et puis surtout, Tim Cook a expliqué qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre qualifiée suffisante sur le territoire américain pour fabriquer ces petites bébêtes. Il n'y a pas non plus de chaîne d'approvisionnement, qui est toute la force aujourd'hui d'une marque comme Apple, ce qui lui permet de sortir des produits par centaines de millions. En fait, tout est organisé pour une fabrication en Chine, en Inde ou encore au Vietnam, et transférer tout cela aux États-Unis paraît carrément impossible. Donc c'est un peu tendu, c'est le moins qu'on puisse dire actuellement, entre Trump et Tim Cook, le patron d'Apple. Et puis c'est pas tout, puisqu'en Europe, coup de pression également, pour des raisons réglementaires cette fois. Fin avril, Apple a écopé d'une amende de 500 millions pour ne pas avoir suffisamment ouvert son écosystème à la concurrence. Et ça ne va pas s'arrêter là. La firme a jusqu'à la fin du mois de mai pour exécuter encore d'autres injonctions de l'Union européenne, sous peine d'une nouvelle amende en vertu du DMA, le Digital Market Act, le règlement européen sur les marchés du numérique. Bref, Tim Cook, le patron d'Apple, doit être actuellement un petit peu tendu. La voiture autonome, elle trace sa route tranquillement, finalement, alors que les robotaxis Waymo de Google circulent joyeusement dans les rues de plusieurs villes américaines, San Francisco, Phoenix, Los Angeles, Austin, Miami depuis peu, et alors que ça devrait également arriver d'ailleurs dans d'autres villes, Houston, Las Vegas, San Diego, Atlanta, Boston, etc. Eh bien cette semaine, c'est Tesla qui a annoncé à son tour le lancement de ces véhicules autonomes, qui pour l'instant ne sont pas encore en circulation, les fameux cybercabs. Ça va arriver à Austin, au Texas, pour commencer, dans le courant du mois de juin. On rappelle que le siège de Tesla se trouve désormais à Austin. Et puis en matière de voitures autonomes toujours, eh bien, il y a Uber qui est en partenariat avec May Mobility, qui prévoit de se lancer lui aussi au Texas, dans la ville de Arlington, d'ici la fin de cette année. Bref, la voiture autonome, ce n'est plus de la science-fiction. Ça existe. Il y en a aussi d'ailleurs, il faut le dire, en Chine, au Japon, à Dubaï ou encore en Arabie Saoudite. Il n'y en a pas chez nous, en Europe. Et il n'y en a pas en France. Les déploiements sont très timides en raison des réglementations et puis peut-être d'autres raisons économiques, des raisons structurelles aussi. C'est vrai que les réseaux routiers ne sont pas les mêmes.
Mais on devrait quand même voir arriver des choses cette année, puisque Uber prévoit, en partenariat avec une start-up chinoise qui s'appelle Momenta, de déployer des taxis autonomes avec un opérateur à bord, donc de la conduite autonome supervisée dans un ou plusieurs pays d'Europe, mais on ne sait pas lesquels. Ce sera probablement pas la France, où pour l'instant, il n'y a aucun service de robot-taxi. On en est surtout en France à essayer de régler les problèmes entre les chauffeurs de taxi humains et les VTC. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. Cela dit, tout n'est pas rose ni surtout parfait techniquement dans le monde de la voiture autonome. Comme le montre une affaire récente, à San Francisco, c'est Amazon, qui lui aussi est sur ce marché, qui a eu quelques soucis avec ses véhicules Zoox. Les Zoox, c'est des petites voitures assez bizarres d'ailleurs, un peu carrées, entièrement sans chauffeur. Et pour la deuxième fois en 2 mois, eh bien Amazon a dû rappeler 270 de ses véhicules pour un problème logiciel. Une décision prise suite à un accident à San Francisco, une collision entre un Zoox et un scooter. Mais a priori, c'est le scooter qui était conduit par une conductrice qui rentrait dans la voiture autonome, qui circulait à vide à ce moment-là. Elle a été légèrement blessée, la conductrice, et le problème, c'est que le Zoox ne s'est pas arrêté. Quasiment un délit de fuite de robot. En avril dernier déjà, un robot-taxi Zoox avait été impliqué dans un accident avec une voiture à Las Vegas qui avait conduit d'ailleurs les autorités américaines à ouvrir une enquête, mais l'enquête est aujourd'hui close, donc ça ne remet pas fondamentalement en question le déploiement des voitures autonomes. Un tatouage électronique pour détecter le stress et les surcharges cognitives. C'est l'innovation de la semaine. Elle est signée Nanshu Lu, un chercheur de l'Université du Texas à Austin. On reste au Texas, décidément. C'est lui qui a mis au point cette drôle d'invention. Alors en fait, en l'état actuel du prototype, plus qu'un tatouage, c'est carrément une espèce de drôle de dispositif avec des électrodes qui se collent sur le front et qui permet de détecter les signes révélateurs d'un gros effort de concentration. Ça analyse pas mal de choses, comme les ondes du cerveau, le fait de froncer les sourcils, etc. Lorsque on effectue des actions particulièrement délicates. À quoi ça sert ou à quoi c'est censé servir ? Eh bien, notamment pour certains professionnels en charge de missions particulièrement importantes, comme des pilotes d'avion ou des chirurgiens. Et en détectant le moment où ils seront confrontés à cette surcharge cognitive, eh bien, on pourrait envisager par exemple qu'ils se fassent aider par un collègue ou par une intelligence artificielle. Bref, une sorte de décodeur de charge mentale élevée. Car il paraît qu'on aurait tous tendance à ne pas savoir vraiment évaluer la charge cognitive de certaines tâches qu'on peut effectuer. Ce e-tatouage se veut léger, simple à utiliser, plus simple qu'un électroencéphalogramme par exemple, puisque c'est juste un matériau conducteur à base de graphite qui se fixe au front à l'aide d'un film adhésif conducteur. Et il y a 4 électrodes placées sur le front qui détectent chacune une région différente de l'activité cérébrale. Il y a également une électrode derrière l'oreille, pour tout vous dire, ainsi que verticalement et horizontalement autour des yeux. Voilà, c'est tout ce qui fournit des données sur aussi les mouvements oculaires. C'est un système qui serait vraiment sur mesure pour chaque utilisateur, qui serait jetable, donc il y a une vraie ambition de commercialisation. Il fonctionne avec un circuit imprimé flexible qui se fixe aussi avec un ruban conducteur et une petite batterie qui peut se mettre comme ça au milieu du front. Je vous recommande d'aller voir l'image, c'est joli comme tout. Ce dispositif devrait coûter moins de $200 et selon le professeur Lou, qui est à l'origine de cette invention, eh bien, des études ont montré que les performances mentales sont en effet optimales lorsque la charge de travail mental n'est pas trop faible ni trop élevée, mais qu'en revanche, si c'est très faible, on s'ennuie et si c'est trop fort, eh bien, on peut faire des bêtises évidemment. Monde numérique, le meilleur de la tech. Monde numérique, le meilleur de la tech. On s'intéresse à un sujet passionnant cette semaine dans la séquence interview, la fraude documentaire grâce aux technologies. Cette interview est disponible en version intégrale si vous écoutez Monde numérique l'hebdo premium sur Apple Podcast ou Spotify. Sinon, retrouvez la version complète la semaine prochaine en épisode séparé. Bonjour Marc de Beaucor. Bonjour Jérôme.
Avec le numérique et notamment l'intelligence artificielle générative, il devient de plus en plus facile de générer des faux documents. Fausses cartes d'identité, fausses fiches de paie, faux relevés bancaires, faux diplômes, etc. Vous êtes fondateur de la société Finovox, spécialisée dans la détection de fraudes documentaires. Quelle est l'ampleur de ce phénomène en France? L'ampleur, il se compte en plusieurs milliards. L'ampleur dans le service public, ça se compte entre 15 et 20 milliards. Et dans le service privé, c'est des chiffres assez similaires. Alors par définition, c'est toujours compliqué de trouver des chiffres sur la fraude parce que, quand une assurance se fait frauder et rembourse, une facture trop élevée, elle le sait pas. Donc, en fait, nous, on a collecté pas mal de chiffres. On a pris le problème dans l'autre sens et on est allé voir, des gens dans la rue. On est passé Mmh. par un cabinet de sondage qui est allé voir 3 500 personnes en France. Après, on a fait le même en Belgique, ils sont allés voir 5 000 personnes en Belgique et donc de L'innovation façon de la anonyme, semaine. de 16 à 99 ans et ils leur ont posé des questions très simples, par exemple: «Est-ce que vous avez fraudé à l'assurance, l'année dernière?» Et il y en a, 10,8 qui ont affirmé avoir fraudé à l'assurance, l'année précédente. Ah ouais, quand même. Et on a posé une deuxième question qui était assez intéressante, c'est, est-ce que dans votre fraude, est-ce que vous avez abouti votre fraude, quoi? Est-ce que vous avez réussi? Et il y a Ouais, 72 d'entre eux qui ont affirmé, être allés au bout de leur fraude et ne se sont pas fait attraper, quoi. d'accord. Et qu'est-ce qui est le plus, falsifié? Dans l'ordre, les documents d'identité, puis les fiches de paye, puis les factures. Ça, c'est un ordre un peu général. En fonction des cas d'usage, des métiers, ça peut varier. Ça peut être la fiche de paye en premier sur une demande de crédit ou la facture en premier sur une demande d'assurance. Il y a un type de fraude dont on entend pas mal parler en ce moment, c'est tout ce qui concerne, l'assurance maladie et cetera, enfin d'une manière générale, tout ce qui touche, les services publics, c'est une part importante de la fraude documentaire? L'État, c'est plus de 50 des dépenses, du PIB en France, hein. Donc, évidemment que l'État n'y coupe pas et on voit des taux de fraude qui sont assez élevés, effectivement, à l'assurance maladie, à la CNAF, mais aussi dans les différents, branches de financement, par exemple MaPrimeRénov'. On se rend compte que les taux de fraude sont similaires dans le privé et dans le public, mais les dépenses dans le public sont tellement énormes que Ouais. si vous appliquez un taux de fraude de 10,8 sur l'ensemble des branches, en fait, à la fin, quand on fait un produit en croix, c'est 17 milliards de fraude documentaire dans les services publics et ça, c'est très, très alarmant et en fait, ce qui nous alarme plus, c'est que vous avez, déjà beaucoup d'acteurs qui font ça un peu intentionnellement et vous avez, des acteurs qui sont, à l'étranger, donc très difficiles à attraper Mmh. vu que les services publics sont quand même une grosse machine qui peut pas faire d'erreur, ils mettent du temps. Ils mettent Ouais. du temps à contrer donc Mais c'est quoi? C'est quel type de faux documents? Parce que fabriquer une carte vitale, par exemple, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. vu que les parcours sont digitaux, en fait, je veux pas non plus donner un tuto comment faire, mais Ouais, je peux vous assurer que c'est c'est jouable. facile, ou vous voulez toucher, rentrer indûment dans un logement social, c'est l'inverse d'un parcours de crédit où d'habitude vous avez tendance à augmenter votre fiche de paye. Là, vous diminuez votre fiche de paye et vous prouvez par A plus B que vous êtes éligible, pardon et derrière c'est, l'équivalent de 500 € par mois qui sont, volés et vous piquez la place de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc Et tout c'est ça, c'est l'argent public, l'argent et de tout tout le ça, c'est de monde. l'argent public et en Mmh. parallèle, en fait, on voit que, l'État fait tout pour, diminuer les dépenses, qu'il y a de la dette. Chercher des économies. Elle cherche des économies et donc l'État dit: «Je dois chercher 10 milliards et en parallèle, nous, on voit que la fraude documentaire, c'est 17 milliards. Donc là, Ouais. c'est tout le travail pour nous, et c'est aussi pour ça que ça me fait vachement plaisir de faire ce genre d'intervention. C'est qu'il faut mettre en avant ça et de dire: «Là, on va trouver 17 milliards en plus à des gens qui sont des fraudeurs et le redistribuer à la collectivité». Je pense qu'il y a un vrai truc à jouer à ce niveau-là. Alors comment ça se passe? Ces fraudeurs, comment font-ils? En fait, c'est hyper simple de faire un faux document. Je vous donne à vous, à n'importe qui, un ordinateur, il saura chacun à sa manière, hein. Il y en a qui Mmh. vont utiliser, Word, PowerPoint. Il y en a qui sont un peu plus, techniques, qui vont utiliser Photoshop ou les modificateurs de PDF et puis là, on voit arriver une nouvelle, génération qui va utiliser,
des outils de générateurs d'IA, qui va aller sur Telegram et acheter des templates, ce qu'on appelle les template farms. Vous avez des templates vierges, en fait, et vous remplissez vos informations sur une carte vitale, une facture d'Arty, et cetera. Donc très facile de faire, de plus en plus de parcours digitaux. Donc Mmh. c'est quand même plus simple d'envoyer un faux document en cliquant sur un bouton que de le tendre en boutique, en regardant souvent son banquier ou son assureur, dans les yeux. Ouais. Donc naturellement, voilà, il y a eu un peu plus de fraude là-dessus, et puis il y a, je pense aussi, une certaine difficulté financière de la part de certaines entreprises, et notamment de la jeune génération. Donc notamment, pendant le covid, on a vu une forte augmentation des fraudes. Ce sont plutôt des particuliers ou des entreprises qui font ça? C'est plutôt des particuliers, et sur les entreprises, ça va être des entreprises, particuliers, c'est-à-dire, des artisans, des gens qui, ont des raisons vraiment personnelles de frauder. C'est assez rare de voir, le comptable d'une très grosse entreprise frauder au nom de l'entreprise. En revanche, de voir un solo entrepreneur, ou un actionnaire qui a 50 de l'entreprise frauder, ça arrive, ouais. Mmh. Et vous l'avez dit, c'est parce qu'il y a une vraie, industrie, il y a une offre aujourd'hui, il y a des c'est assez structuré en fait. On peut trouver à peu près tout ce qu'on veut. Ça s'est professionnalisé, un peu comme en cybersécurité, c'est-à-dire qu'avant vous trouviez une faille, et ben vous alliez exploiter la faille jusqu'au bout. Et en fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pouvez, dupliquer la faille et vous vendre vos systèmes. Donc vendre des formations, vendre des packs de fraude, et il y a même des services après-vente, des communautés, des mises en avant, des publicités, par exemple, voilà: «J'ai fraudé tel organisme de telle manière, je peux vous, fournir la méthode, 500 € garantie». Et en fait, les gens vont aller vendre ces systèmes-là plutôt que d'aller frauder en direct. C'est moins risqué pour eux et ça génère beaucoup plus d'argent. Mais quels sont les risques quand même? Parce qu'évidemment, c'est interdit, il faut le rappeler, donc j'imagine qu'il y a quand même, une réglementation? Alors sur le papier, les risques, sont importants. La réalité est complètement différente. J'ai échangé hier avec le responsable de la fraude, Carrefour Banque, lors d'un parce qu'on a aussi un podcast. Lors d'un podcast qui me disait qu'il dépose 100 plaintes par an, et la dernière plainte qui a abouti de son côté, c'était en 2020. Donc sur Ah ces ouais. 400 dernières plaintes, il s'est rien passé. Et pour quelle raison? Il y a 2 choses: lenteur de la justice, qui est aussi, et la police aussi, qui a, plein d'autres choses à faire, Ouais. et il y a un autre aspect, c'est qu'on n'arrive pas toujours à retrouver, c'est beaucoup de plaintes sous X, hein, parce que, donc on n'arrive pas à retrouver qui a fait la fraude, parce que s'il y a, une fausse fiche de paye avec un faux nom, une fausse identité qui correspond à rien, un justificatif de domicile qui pointe à une adresse qui n'existe plus, on n'arrive Mmh. pas à retrouver, quoi. Alors ça, c'est ce que permet la technologie, mais comme d'habitude, la technologie permet aussi, de générer ses propres anticorps, on va dire. Et c'est ce que vous avez mis au point chez Finovox, donc une solution technologique pour limiter les dégâts et pour détecter les fraudes. Tout à fait, ouais. On a créé, en fait, la société, moi je travaille à plein temps dessus depuis 2021. On a rencontré pas mal de banques et d'assurances qui nous ont dit, sur la partie identité, donc les faux passeports, les fausses cartes d'identité, permis de conduire, il y a plein de solutions qui existent, de KYC, et en plus de ça, c'est quand même pas facile de faire un faux passeport, et voilà, tout le monde va pas faire un faux passeport dans une boutique. Oui, faux passeport, c'est plus compliqué. En plus, il y a de la biométrie, il y a de l'électronique, enfin, il y a de la puce RFID maintenant, dedans, donc voilà. Exactement, et en revanche, qu'est-ce qu'on fait de tous les autres documents qu'on reçoit? Les Mmh. fiches de paye, les RIB, les cabis, les liasses fiscales, les justificatifs de domicile, et cetera. Et donc, en fait, nous, on a construit un outil qui est applicable sur tous ces documents-là et dans toutes les langues. Donc en fait, on se branche sur le flux des organisations, sur soit des parcours de financement, soit des parcours d'assurance, soit des parcours d'entrée en relation, et on va, en fait, faire, tout un processing sur les documents. On extrait les informations, on classifie les documents. Est-ce que c'est le bon document qui est censé être reçu? Voilà, on fait un certain nombre de processing, et derrière, on va faire une analyse antifraude. C'est de dire, est-ce que le document, ces informations, elles sont cohérentes? Donc on extrait les informations, on les compare, on va faire un certain nombre de calculs. Par exemple, sur une fiche de paye, vérifier que les totaux étaient ceux en vigueur à l'époque pour ce type de poste, que, l'adresse existe bien sur Google, que, l'entreprise avait au minimum un salarié. Voilà, donc ça va dépendre du document et du pays.
Et après, c'est est-ce que le contenant, donc la matière informatique du document, qui peut être un PDF ou une image, est frauduleux ou pas. Donc c'est est-ce que ça a été photoshopé? Est-ce que ça a été retouché par différents outils? Est-ce que ça a été généré par IA? Et donc quand on combine en fait ces 2 analyses, bah, on a une analyse globale sur le document et derrière, nous on met à disposition un certain nombre d'outils d'investigation ou de forensic, en anglais, qui vont permettre, bah, de comprendre ce qui s'est passé, d'avoir des preuves en fait. Mmh. Donc il y a vraiment un aspect, on va dire, d'enquête en quelque sorte, enfin de croisement de données, hein, comme le ferait, un être humain et puis un aspect, détection de la nature du document. Vous arrivez à dire que tel ou tel document a été, par exemple, généré par intelligence artificielle? Oui, tout à fait. C'est les nouveaux enjeux, de 2025. Alors la Gen AI, ça existe depuis quelque temps, mais ça permettait pas forcément de générer des faux documents. Et aujourd'hui, on voit des faux documents, là, ça fait, 3-4 mois en gros, qui, sont assez bien faits avec de la Gen AI. Ça représente une proportion très faible des fraudes aujourd'hui, pour 2 raisons. C'est que, en fait, visuellement, à l'œil nu, ça se voit un peu. Ouais, c'est pas parfait. Donc il y a un biais un peu humain à se dire: «Bah, je vais pas faire un truc de faux document», même si ça va jamais être regardé par personne, Mmh. se voit à l'œil nu ou, le siret, il y a un A dedans, les gens vont pas voilà. Mmh. Et mais on sait en fait que dans quelques mois, quelques trimestres, ça va être, amélioré et que ça va être les fraudes, communes, quoi. Mmh. Donc nous, on travaille là-dessus sur 2 aspects. C'est un, analyser la cohérence des documents parce que les Gen AI, en fait, elles vont avoir des problèmes de cohérence au niveau Mmh. de la génération des documents, surtout sur des factures, des fiches de paye. Ouais, pour l'instant, ils ont encore du mal à écrire du texte, hein, notamment, DALL-E, ChatGPT et autres, mais on sent que ça avance très, très vite. Exactement. Là, ça vous sort des factures avec, des sirettes de 11 caractères, Mmh. ça invente complètement, quoi. Et la deuxième chose, c'est on va analyser du coup encore une fois le contenant, c'est regarder est-ce qu'au niveau des pixels, des alignements, est-ce qu'au niveau de la structure du code, il y a des anomalies qui font dire que, bah, c'est de la Gen AI. Ah oui, d'accord. Vous allez jusque dans ce niveau de détail. Ouais et donc ça, c'est sur la partie vraiment document administratif. Sur la partie image, donc bah, génère-moi une polo blanche, immatriculée XYZ qui a foncé dans un mur, Mmh. typiquement pour l'envoyer, à une assurance. Là-dessus, c'est Donc déjà des fausses photos d'accidents, c'est ça? ouais, fausse Ça photo. ça ça arrive aussi? C'est ça. Alors il y a des cas on va dire plus légers qui sont des fausses photos de sinistre, vous pouvez avoir des cas un peu plus graves où, bah, dans le cas d'enquête policière, dans le cas de rançon, génère-moi une photo, de moi qui, je sais pas, qui ai un couteau sous la gorge de, monsieur X, voilà. Il y a des trucs un peu plus graves que uniquement financiers. Ouais. Pour le coup là-dessus, c'est un peu mieux fait. En tout cas, ils sont voilà, la Gen AI fonctionne mieux sur des images pures que sur des documents administratifs aujourd'hui. Merci Marc de Beaucorps, fondateur donc de la société Finovox. Et c'est la fin de cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo du 31 mai 2025. Ravi d'avoir passé ce moment avec vous, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ne ratez pas cette semaine également, c'est déjà en ligne, le grand débrief de Monde Numérique. Chaque mois avec François Sorel et Bruno Guglielminetti, on passe en revue quelques sujets du mois écoulé. Et cette semaine, on parle de cet objet mystère que nous promet OpenAI pour l'année prochaine. On parle aussi des trucs incroyables, des outils incroyables de Google en matière d'intelligence artificielle au service de la vidéo, peut-être la mort du cinéma. Et puis, on parle aussi des déboires de Apple, qui est un peu dans la tourmente en ce moment. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le connaître à vos amis, abonnez-vous, abonnez-les de force s'il le faut. Et puis surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et des commentaires et des notes aussi. 5 petites étoiles sur Apple Podcast. C'est très important pour le référencement, je le répète chaque fois. Vous pouvez également noter épisode par épisode sur Spotify et même envoyer des commentaires pour chaque épisode sur Spotify. En fait, chaque plateforme a un peu son mode de fonctionnement, donc à vous de choisir. Il y a aussi beaucoup d'écouteurs
Il y a aussi beaucoup d'auditeurs, sur Podcast Addict. Et puis, vous pouvez écouter tous les épisodes sur le site mondenumérique.info, où vous retrouverez les articles, les textes, les chapitres, etc., etc. Voilà, j'ai tout dit. Allez, portez-vous bien, profitez bien de ces presque jours d'été. Je vous souhaite une bonne semaine pleine de tech. Salut.